Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Nous allons attendre quelques minutes pour que les gens puissent se connecter. Oui. Oui. Patienter encore environ 2 minutes pour laisser le temps au maximum de participants de se connecter. Hmm? Yacine, vous avez levé la main, c'est volontaire ou c'est une erreur de manipulation? Marquez ma présence, je viens d'arriver. Bonjour D'accord. à Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Bonjour Yacine. Bonjour Elisabeth, je reconnais votre voix. Nous allons peut-être commencer. Oui, 10h05, on peut. Alors, nous allons commencer. Donc, je suis Elisabeth Walkowiak, directrice du pôle. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la place. En fait, il n'arrive pas à y accéder.
Ah, attention, certains micros ne sont pas fermés, s'il vous Pas plaît. mal, son Vous badge. pouvez couper vos micros pour l'instant, s'il vous plaît. Ouais. Donc, ce Merci. webinaire est Non, mais attends, consacré moi, il faut que j'essaie de... à la Si, place. C'est bon? c'est bon. À la place et au rôle du numérique dans l'apprentissage du français langue étrangère et du français J'entends pas langue les gens. d'intégration. Nous avons réuni Ah, ce matin bonjour. des professionnels et des bénévoles qui sont engagés dans l'accompagnement linguistique des publics migrants. Et notre temps d'échange a pour ambition de partager une vision stratégique et innovante de l'usage du numérique en didactique du FLE, découvrir des pratiques et des outils adaptés à différents profils de nos apprenants, y compris ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'outil numérique, et surtout favoriser un partage de bonnes pratiques entre nous. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Victorien Lechêne qui nous guidera dans cette réflexion. Beaucoup le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il prendra soin de se présenter en quelques mots. Alors, ce webinaire intervient dans le cadre de la semaine de l'intégration que nous célébrons cette année du 6 au 10 octobre. Pour beaucoup de nos bénéficiaires, ils célèbrent cette semaine par la certification. Ils sont actuellement en passation du DELF et nos apprenants qui sont dans le parcours en partenariat avec l'AFPA, ils passent leur titre professionnel employé polyvalent commis de cuisine. Donc, une pensée pour eux, pour que tout se passe bien et qu'ils réussissent bien leur certification. Donc, je laisse la parole à Victorien. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour avoir introduit ce moment. Alors, du coup, je vais aller un peu trop vite. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc, alors aujourd'hui, voilà, je suis consultant formateur, je suis ingénieur pédagogique de formation avec une expérience de terrain. J'ai longtemps été formateur FLE et toute la dimension du français langue étrangère, donc dans un organisme de formation. Je suis également formateur référent pour l'ANLCI, qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc là, on est plutôt sur les questions justement de lutte contre l'illettrisme, mais je suis également expert associé à France Éducation Internationale sur les questions de formation de formateurs du FLE au numérique, pour le coup. Et je reviendrai juste après, justement, sur ces questions du numérique, de quoi on parle et de comment on le met en œuvre et comment on l'exploite. Juste, voilà, le plan de cette matinée que nous allons passer ensemble. Voilà, l'accueil, l'introduction, on est en plein dedans. Donc, juste après, voilà, je vais intervenir pendant un petit temps sur la question du numérique, en FLE-FLI. Voilà, j'ai nommé ça de l'outil à la nouvelle posture pédagogique à l'ère du numérique, parce qu'on va on va parler de cette question de posture, à la fois notre posture en tant que professionnel, professionnel bénévole, mais en tant qu'acteur de la formation, de l'apprentissage, et j'aborderai aussi la question des apprenants, évidemment, pour qu'on soit le plus complet possible. Et je ferai un petit focus également sur les publics en faible littératie, avec des niveaux faibles de littératie numérique. On fera une petite pause, puis après on échangera. J'ai mis donc partage de pratiques. Donc je vous poserai voilà, une petite question, ça sera ça sera assez interactif. Puis évidemment, il y aura les mots de conclusion de cette matinée. Alors voilà, juste les objectifs. Je précise tout de suite que ce support de présentation vous sera transmis à l'issue, alors peut-être pas juste après, même pas juste après, ça c'est certain, mais on vous transmettra le support de présentation après cette matinée. Donc, comme l'a rappelé Elisabeth tout à l'heure, on est là pour partager. Ce mot reprendra tout son sens ce matin. Je vais vous solliciter, donc j'espère que vous prendrez part au débat, que ce soit à l'écrit, que ce soit aussi à l'oral, vous pourrez prendre la parole sans problème. Donc voilà, donc partager une vision stratégique et innovante du numérique en didactique, du FLE, du FLI, identifier des pratiques et des outils concrets, opérationnels qu'on peut mettre en œuvre
voilà, notamment pour les publics en faible littératie numérique, analyser ou mettre le pied à l'étrier de la transformation, de la posture du formateur. Et je vous parlerai d'un modèle pédagogique que certains connaissent peut-être ou pas, qui est le modèle SAMR, qui est un modèle pédagogique du numérique ou de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Donc, je reviendrai dessus, et puis on aura un temps pour favoriser les échanges et les bonnes pratiques. Alors, pour commencer, voilà, je vais vous solliciter tout de suite. Alors, en un mot, que représente pour vous le numérique dans votre pratique du FLE? Et je vais vous transmettre juste après. Voilà, je vais vous demander soit de scanner le QR code qui est là, ou sinon je vous mets le lien dans la conversation pour que vous puissiez y accéder. Donc, c'est un petit nuage de mots. Vous voyez, on est déjà dans l'exploitation du numérique ou d'un outil numérique, d'une ressource numérique gratuite dans les pratiques. Donc, je vous laisse un petit temps pour justement, voilà, soit avec votre smartphone, flasher le QR code, maintenant on a l'habitude avec l'ère post-Covid, ou alors vous récupérez le lien dans la conversation. Et je vous laisse un petit temps pour y répondre. Est-ce que ça fonctionne? Vous y avez accès? C'est surtout ça la question. Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Il y a écrit les réponses ne sont plus acceptées. Ah, comment ça se fait? Je ne sais pas. J'ai utilisé le lien, j'ai pas utilisé le QR code. Alors, donc avec le QR code ça fonctionne, et avec le lien ça ne fonctionne pas. Je peux essayer avec le QR code. Ouais, s'il vous plaît. Okay. Vous voyez, toujours les aléas du numérique. Comme les aléas quand on est en salle, en classe de formation, il y a toujours des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Donc là, c'est étrange, ça marche pas non plus. Il y a aussi écrit les réponses ne sont plus acceptées, mais je sais pas. Tant pis. Oui, moi c'est pareil. Ah, bon, écoutez, on va regarder ce qui se passe. Hop, et là. Hop. Et là, il me dit, il n'y a pas de questions liées pour l'instant. Ah, c'est bizarre, moi je l'ai devant moi. Moi, je vois bien la question, mais... ça y est. Allez-y. Ah, vous voyez, ouais, je suis désolé, je suis à la campagne. Il y a des petits problèmes de connexion, mais là, je viens de rafraîchir la page et ça s'est fait. Ouais, c'est bon. Voilà, alors si ça, voilà. Juste pour combler le petit temps, du coup, oui, quand je suis à la campagne, je suis vraiment dans la pleine campagne. Je suis dans les Hauts-de-France, dans un tout petit village. Voilà, ça arrive. Hop, et là. Donc, je vous partage justement vos éléments de réponse. Voilà, je laisse 1 à 2 minutes. Alors, je vois du positif, un peu moins positif quand on parle de difficulté. Alors, interactif, donc j'ai outils qui apparaît. Donc, vous connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, plus le mot est gros, plus il est exprimé. Donc, le mot outil revient beaucoup. Ludique, motivation, indispensable, inscription. Alors, j'ai énormément. Hop là. Donc, j'ai énormément, donc il doit y avoir quelque chose qui va avec. Donc, un outil de facilitation, l'indépendance, l'offre. Hop, je laisse encore un petit peu de temps. J'avais laissé 2 minutes. Donc, j'ai quelques mots isolés. Donc, je vois CV, donc apprenant évidemment. Frein. Donc, voilà, j'ai frein, j'ai distance, j'ai difficulté, j'ai distance.
enrichissement. Alors, je ne lis pas tout, hein, je vois, parce qu'en plus, comme c'est mouvant. Donc, animé, échange, j'ai ordinateur, j'ai apprentissage à distance, peut-être certification en ligne. Donc, j'ai voilà, tout ce qui est lié au distanciel, pour le coup, hein, que je pourrais remettre au distanciel. Un coût élevé, c'est intéressant comme remarque. Donc, j'ai obstacle. Donc, on voit bien qu'il y a pour certains d'entre vous, justement, des questions, des questionnements, ou voilà, pour l'instant, des ressentis plutôt négatifs qui sont réels, hein, très clairement. Donc, les défis, oui. Alors, défis pour qui? Ça, c'est intéressant. Est-ce que là où les personnes qui ont mis défi, est-ce que alors, soit vous prenez rapidement la parole, vous précisez pour qui, ou sinon vous le mettez dans le chat. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop, j'ouvre le chat parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc les défis, pour qui si la personne, juste, voilà, me dites pour qui ça représente un défi, pour que j'ai une petite idée. Alors, je vois donc le matériel, l'isolement, oui. Alors, justement, tout ce qui est lié à ces difficultés, à ces problématiques liées à ce qu'on appelle en gros le distanciel, hein, mais après, c'est vrai que défi, merci. Défi des deux côtés, apprenant et formateur, merci. J'avais une petite idée sur les éléments de réponse, mais je préfère confirmer. Merci beaucoup. Donc, alors, il n'y a pas votre prénom, je suis désolé, il n'y a qu'un numéro, mais merci beaucoup pour ça. Donc, des possibilités, très bien, des activités préparées. Bah, j'ai un super panel là d'éléments de réponse. Merci beaucoup. Donc, on va clôturer voilà, enfin, je vais fermer là pour le coup le questionnaire, enfin, le nuage de mots. Je le mettrai dans le support, évidemment. Donc, outils de facilitation, hein, je reviens. C'est vrai que il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs typologies de réponses qui sont intéressantes. Et vous êtes très représentatif pour le coup de ce qu'on peut avoir en termes de réponses quand on pose justement ce type de problématique, hein, sur la question du numérique. Alors, j'ai mis dans la pratique d'enseignement-apprentissage du FEFLI, mais quasiment quelle que soit la typologie des publics, la discipline, les mêmes éléments reviennent assez souvent. Donc, avec d'un côté des visions assez optimistes qui nous présentent bien le numérique comme un levier, très clairement, et ça je l'aborderai dans mon propos juste après. Levier au pluriel, hein, même ça permet d'actionner des leviers, très clairement. Et ensuite, on a une vision, alors, pas pessimiste, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on est lucide aussi par rapport au numérique aujourd'hui. Je reviendrai un petit peu sur la littératie numérique, hein, pour qu'on parle tous de la même chose en même temps. C'est vrai qu'on a des obstacles, hein, il y a des freins qu'il ne faut pas négliger, enfin, qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que notre réponse, on parle bien déjà de posture, notre posture nous impose aussi de connaître les obstacles et les freins pour pouvoir envisager de les dépasser, très clairement. Donc voilà, et la question, alors enfin, sur la question des coûts, là, je ne l'aborde pas du tout dans ce que je vais dire tout à l'heure. Après, c'est complexe, évidemment, hein, le matériel, quel qu'il soit pour nos publics, coûte cher. Ça reste cher, un smartphone, une tablette, un ordinateur, ça a un coût non négligeable, même si au regard, voilà, des évolutions des tarifs, ça reste de moins en moins cher par rapport aux performances qu'offre le matériel aujourd'hui, mais ça reste très très cher. Et même s'il y a des initiatives associatives, voire institutionnelles, je parle d'Emmaüs Connect par exemple, hein, qui mettent en place du reconditionnement, de la vente à bas coût, ce genre de choses, bah oui, ça reste quand même très très cher. Moi, j'ai dit une région, les Hauts-de-France, où la région, l'institution région met en place également un dispositif de prêt, de don de matériel, mais ça reste très compliqué, très complexe. Merci, je vois dans le commentaire
le numérique représente pour moi un canal privilégié d'apprentissage, de FLE. Voilà, là on est sur les leviers, il offre des ressources variées interactives, très bien, qui favorisent autonomie, motivation. Je suis tout à fait d'accord, merci Yacine. Donc là, ça illustre très clairement ce que j'entendais par la question des leviers. Écoutez, je vous remercie beaucoup déjà pour cette première interactivité. Donc je vais amener quelques éléments de réponse dans ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que voilà, je vais passer donc là, je vais prendre la parole pendant une 20-25 minutes. Et à l'issue, il y a un temps d'échange de questions. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, c'est très très libre. Soit vous les notez sur un petit bout de papier à côté de vous, et puis on en discute à l'issue. Soit vous les notez dans le chat, dans la conversation, un clavardage si on veut rester français, et donc dans la conversation, et puis on reviendra sur ces différentes questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, à l'issue, par contre, voilà, on pourra ouvrir les micros, on discutera, on échangera sur ce que je peux dire, sur vos questions. Hein. L'objectif, c'est vraiment que vous repartiez outillés, justement, de façon un peu plus approfondie et opérationnelle. Alors, pour commencer, hein, en introduction, hein, vous voyez, aujourd'hui, on parle de grande conversion numérique, hein, très clairement. L'expression n'est pas de moi, hein, c'est de Huawei en 2008. Mais peut-être que vous avez lu, quand vous étiez étudiant ou après, un article de 2013 de Jean-Louis Dufay, hein, qui est l'ancien président de l'Association internationale des profs de FLE. L'article, c'est Quelle didactique du français à l'ère du numérique. Et il soulignait déjà en 2013 un fossé croissant entre les pratiques numériques des élèves, des apprenants, et un enseignement, donc nous en l'occurrence, où prédominait encore le livre et le papier. Et force est de constater que plus de 10 ans après, hein, là on est en 2025, ce constat est encore plus d'actualité avec le développement massif du numérique et surtout aujourd'hui, on a même dépassé un petit peu cette question de l'ère numérique, on est passé à l'ère de l'intelligence artificielle, notamment l'ère de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est vrai que ça nous demande, nous, professionnels, mais aussi aux apprenants, systématiquement, de nous adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques qui sont issues de cette révolution. Parce que là, on peut vraiment, sur l'IA, on peut vraiment parler de révolution. Donc, le numérique n'est plus une option. Très clairement, nous sommes dans l'ère numérique qui reconfigure en profondeur les modes d'accès, de production et de diffusion du savoir. Alors, le numérique, voilà, c'est devenu un fait social à part entière, hein, on parle bien de culture numérique aujourd'hui. Alors moi, j'utilise le terme plutôt de culture numérique par rapport à usage numérique. Les usages numériques étant inclus dans les cultures, hein, c'est Dominique Cardon, hein, le prof de Sciences Po, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est mon parti pris pédagogique pour le coup de parler de cette culture numérique, voilà, qui transforme tous les aspects de la société, parfois même jusqu'à notre propre identité. Donc, alors, là, ce matin, le but n'est pas de lister une panoplie d'outils, même si je vais vous proposer justement des outils opérationnels que vous utilisez peut-être déjà, que vous connaissez, que vous utilisez peut-être, ou pas, du coup, ça sera une découverte. De toute façon, dans le support de présentation que vous voyez, dans les toutes dernières pages, j'ai listé, hein, j'ai fait un petit répertoire d'outils pratiques et utiles pour le coup. Donc, vous pourrez retrouver avec les liens ces différents outils. Donc, alors, voilà, les questions, hein, c'est comment passer de l'usage voilà, d'un outil numérique à une véritable transformation voilà, des postures. C'est comment comment transformer nous aussi, voilà, l'apprenant de simple consommateur de ressources numériques à un véritable créateur de contenu et acteur aussi de son apprentissage. Évidemment, la question, hein, je reprends sur l'accès à l'autonomie, favoriser l'autonomie des apprenants, leur motivation et leur engagement dans les parcours de formation passe aussi, voilà, sur le fait d'être acteur de son propre apprentissage, en prenant en compte les spécificités. Donc voilà, donc c'est
comment favoriser, le terme qu'on va utiliser, c'est voilà, la littératie numérique pour le coup. Alors, qu'est-ce que j'entends par littératie numérique? C'est l'ensemble des compétences techniques, cognitives et sociales qui sont nécessaires pour évoluer dans les environnements numériques tels que nous sommes, tels que nous les vivons au quotidien. Donc voilà, donc ces questions, évidemment, elles se posent aussi, et particulièrement pour certains de nos publics qui sont avec des niveaux relativement faibles en littératie, puis en littératie numérique également. Ces publics voilà, qui cumulent une maîtrise limitée du français, évidemment, parfois une familiarité réduite avec nos propres codes scolaires, et puis un accès inégal aussi aux technologies, ce qui a été dit dans le nuage de mots, avec certains mots, justement, quand on parle de coûts élevés de la technologie, pour le coup, on parle bien d'inégalité, d'accès inégal aux technologies, aux usages de ces technologies. Alors, très clairement, et là, ça me permet de faire la transition avec la posture du formateur à l'ère numérique. Mon propos ne va pas être, comme je disais tout à l'heure, de faire voilà, une liste à la Prévert des ressources numériques. Euh, Ça serait infini. Il en sort aujourd'hui des centaines tous les jours. Il sort des centaines d'outils IA tous les jours également. Donc, le but de devoir être expert de tous ces outils, de toutes ces ressources, n'a pas de sens, pour le coup, enfin, selon moi, évidemment, après on peut en discuter, mais dans la mesure où tout évolue très rapidement, excessivement vite, il n'y a pas besoin d'aller vers ça, parce qu'on s'en sortirait quasiment plus. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, voilà, ce matin, pendant ce petit temps, c'est vraiment de travailler, enfin de sortir, de vous inviter, si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est de vous inviter à sortir d'une vision, voilà, que j'appelle, enfin, pas moi qui l'appelle, mais instrumentaliste du numérique. C'est-à-dire que il faudrait évidemment envisager l'intégration du numérique, des développements des compétences numériques, des compétences langagières évidemment qui y sont associées, pas sous le prisme de l'outil, de la vision purement pédagogique instrumentaliste qu'on avait dans les années 80-90. Voilà, c'est parce que, encore une fois, les outils évoluent très vite, deviennent très vite obsolètes, et que si vous abordez systématiquement votre approche du point de vue de l'outil, vous allez parfois vous mettre dans des situations assez complexes. Euh, A posteriori, donc si on passe pas par l'outil, qu'est-ce qu'on a comme autre choix? Du coup, moi, je vous invite à réfléchir notamment sur la posture et sur les modèles et les pratiques pédagogiques qui existent, qui intègrent le numérique. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y a de plus en plus, très clairement, pour justement illustrer cette évolution que je vous invite à mettre en place. C'est de partir voilà, d'un modèle existant, donc d'un modèle pédagogique qui intègre le numérique, qui est le modèle SAMR de Puente et Dura. Alors, le modèle SAMR, ce n'est pas le seul modèle pédagogique qui existe dans l'intégration du numérique dans les compétences. On en a plusieurs qui existent. On a le modèle TEPAC, ASPID ou MINE. Alors, c'est des acronymes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le modèle SAMR est l'un des modèles les plus anciens, les plus solides et les plus accessibles quand on commence. Donc, il est divisé en 4 temps qui viennent inviter le professionnel à modifier sa posture au regard du numérique. On est bien là dans la place et le rôle du numérique dans nos apprentissages. C'est-à-dire que le numérique va modifier soit modifier, soit reconfigurer, soit transformer, justement, c'est tout l'intérêt de ce modèle d'intégration, notre posture professionnelle au regard voilà, du développement des compétences des apprenants. Donc, il est divisé en quatre niveaux. Voilà, donc je les ai mis ici, après je vais revenir un petit peu plus en détail. Niveau substitution, le S, augmentation, modification et redéfinition. Donc là, cette schématisation des 4 niveaux correspond à une évolution de notre posture
qui est lié aussi à la complexification des tâches numériques qu'on envisage. Alors, si je vous montre, là, je suis allé un petit peu trop loin, donc là, je vous ai mis le schéma en lui-même, donc vous voyez bien, puis il y a la petite illustration qui va avec. Plus le personnage s'avance dans le modèle, plus il va avoir une vision en profondeur, une vision un peu plus fine et une exploitation plus fine du numérique dans sa pratique pédagogique, dans sa pratique d'accompagnement. Donc encore une fois, ce schéma, vous allez le retrouver dans le support que je vous proposerai, nous vous proposerons à l'issue. Donc voilà, ce schéma, ce niveau, donc si on est au niveau 1 et au niveau 2, comment le numérique va modifier notre posture ou pas, parce que c'est aussi ça la question, c'est de l'évaluation du numérique de l'exploitation du numérique dans nos actes, dans nos usages du quotidien. Alors, la partie substitution, le numérique, en fait, remplace un outil analogique sans changement fonctionnel. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez simple, c'est j'utilise le traitement de texte de base à la place du stylo et du papier. Donc, il y a des modifications, mais de façon basique sur les outils, très clairement. Là, la question, c'est, voilà, j'utilise du traitement de texte à la place ou en complément du stylo et du papier. Donc là, le numérique n'apporte pas fondamentalement de plus-value. En fonction de vos objectifs, évidemment, ça peut avoir une plus-value, mais d'un point de vue purement modèles et pratiques pédagogiques liées au numérique, cette phase de substitution voilà, ne reste que du remplacement. Donc, on va, par exemple, travailler peut-être dans un premier temps sur le papier et le stylo pour une histoire, un message simple, un message écrit simple, puis ensuite on va passer sur du numérique. Donc, on va développer certaines compétences numériques, mais on ne va pas fondamentalement amener une énorme plus-value, pour le coup. Alors qu'avec la phase, l'évolution qui est l'augmentation, le numérique là vient apporter une amélioration fonctionnelle, c'est ce que vous utilisez, vous êtes nombreux à faire, très clairement, c'est que quand on va travailler sur un exerciceur en ligne, alors j'ai mis l'exemple de Learning Apps, c'est pas le seul, il y en a plein qui existent, vous en utilisez beaucoup, donc ils sont tous bons, il n'y a pas de souci en ça. Donc, voilà. Donc moi je vous propose juste Learning Apps parce que c'est un outil qui propose une grande variété de possibilités, de fonctionnalités, et ça reste gratuit, donc on peut l'utiliser en se créant un compte, mais en ne déboursant pas d'argent. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà, sur cette question voilà, de l'usage, donc soit la substitution, soit l'augmentation telle que ce modèle pédagogique numérique nous propose, on va légèrement influer sur notre posture, parce qu'on va amener une dimension innovante, une dimension technologique, et ça peut être le premier levier du numérique, aussi bien pour nous que pour les apprenants, c'est cette question voilà, de la modification. Pour certains, voilà, l'écrit papier stylo, ça reste encore assez scolaire. Donc, peut-être que transposer ça sur un autre canal, ce qui a été dit tout à l'heure dans la conversation, on peut venir jouer sur un levier motivationnel pour le coup. Donc il y a toujours une plus-value, mais ça ne vient pas transformer voilà, notre impact vis-à-vis de l'exploitation, l'utilisation du numérique. Donc à ce stade, voilà, nous restons en une pédagogie diffusionnelle, on diffuse du contenu, très clairement, nous restons en termes de posture, notre rôle, du coup, nous restons transmetteurs de savoir. Ce qu'on fait au quotidien qui est utile. Il faut impérativement maintenir cette pratique, pour le coup, de transmission des savoirs en utilisant un outil plus moderne. La structure du cours qu'on peut proposer peut rester inchangée. C'est une première étape qui est nécessaire. Très clairement, si vous n'êtes pas habitué à intégrer les outils, les modèles et les pratiques pédagogiques du numérique dans votre quotidien, cette première phase, qui est niveau 1, voire le niveau 2 du modèle, reste essentielle, très clairement, nécessaire.
Et pour nos publics en faible littératie, en niveau faible littératie numérique, bah, ça peut constituer un seuil rassurant. Pour vous, ça peut être rassurant parce que vous vous dites, je ne suis pas habitué à utiliser des ressources numériques, à exploiter des ressources numériques dans un environnement numérique. On abordera certainement tout à l'heure la question, par exemple, des LMS, hein, des Learning Management Systems, Moodle ou autres, Moodle étant le plus connu. Donc, comment moi je travaille sur un LMS, qu'est-ce que je peux y mettre, comment je peux y mettre, bah, c'est justement ce à quoi vient répondre ce modèle pédagogique, très clairement. Donc ça peut à la fois vous rassurer et puis rassurer vos apprenants. Ça peut être aussi, si on prend un autre exemple, un autre outil très pratique sur justement plutôt voilà, niveau 2, c'est faire des flashcards numériques. Si vous connaissez le principe voilà, des flashcards, hein, grosso modo les cartes memory, il ne faut pas hésiter à, justement aussi pour travailler sur cette intégration du numérique, il ne faut pas hésiter à transformer certains outils papier en outils numériques. Les flashcards, pour ceux qui ne les utilisent pas, voilà, ça reste très dynamique. Si on a un public qui est équipé de smartphones, on peut avec un accompagnement, il y a toute la didactisation qui va avec, évidemment, mais on peut aussi voilà, les faire travailler sur leur smartphone, donc en utilisant un outil numérique et en exploitant une ressource numérique, on peut travailler sur ces flashcards. Il y a plein de choses. Alors, je vous ai mis, pareil, c'est dans la boîte à outils que je vous propose à la fin. Flashcards gratuits, moi j'utilise beaucoup ce qu'on appelle DigiFlashcards. C'est un outil gratuit de la digitale. Donc, les liens sont dans le support, tout à la fin vous y aurez accès. Donc voilà comment on peut déjà, sur un premier niveau, à la fois premier niveau peut-être pour vous en tant que formateur, formatrice, professionnel, comment exploiter du numérique, évidemment dans une logique d'intégration hein, des compétences et du numérique, et puis pour vos apprenants aussi pour les rassurer. Donc ça, ce sont les deux premiers niveaux. Si on va sur les deux niveaux supérieurs du schéma, donc là, on va quand même venir reconfigurer. Hein. Quand on passe sur la modification, c'est que là, on a une réelle plus-value du numérique dans nos actes, notre quotidien, nos activités, enfin tout ce qu'on peut faire. Donc là, la technologie va reconfigurer la tâche pédagogique. Donc, je vous ai mis un exemple. C'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. J'aurais pu choisir plein d'autres choses. Vous avez, vous, des exemples issus de votre quotidien, de vos activités, de ce que vous faites. L'écriture collaborative. Alors qu'on soit en distanciel ou pas distanciel, hein, le fait de faire de l'écriture collaborative, on peut faire de la collaboration et de la coopération dans la même salle, à partir du moment où on est sur des outils différents. Donc là, on a réellement comment dirais-je, une reconfiguration en fait de votre rôle aussi. Parce que plutôt que d'être simplement, entre guillemets, simplement, c'est pas négligeable, être transmetteur de savoir, là vous allez être à un niveau supérieur, on va être sur la scénarisation pédagogique. Comment est-ce que j'inclus dans mon activité, dans ma programmation pédagogique, cette activité de collaboration en utilisant un outil numérique. Là, c'est intéressant parce que c'est le scénario qui va importer. La plus-value, c'est vous qui allez la donner, pas simplement de façon descendante, mais vous allez impulser des interactions, vous allez impulser de la co-construction. C'est ça, hein, quand on est dans la collaboration ou de la coopération, on est bien dans cette optique de co-construction. Donc la technologie n'est plus un simple support, elle est intégrée de façon directe à la structure même de l'activité. Donc là, vous voyez, vous êtes à un niveau supérieur d'intégration du numérique et de fait, votre posture, la nôtre, hein, quand je dis vous, moi je me mets dedans, hein, évidemment, votre posture va évoluer parce que vous allez ne plus être justement ce transmetteur, mais vous allez être aussi médiateur et facilitateur de ce que j'ai appelé de la communauté dans le support. Mais vous allez
parce qu'ils savent aussi faire des choses, hein, nos apprenants, hein. En termes de numérique, très clairement, certains sont moins à l'aise que d'autres, mais il y a toujours, hein, des gens qui sont plus à l'aise. Il y a toujours cette question aussi de l'hétérogénéité des compétences au sein de nos groupes. Mais justement, vous allez être un peu plus dans ce rôle de médiateur parce que vous allez guider vos apprenants avant d'être sur la tâche purement technique, vous allez les guider à cette collaboration, à cette coopération, à cette co-construction et coproduction. Hein, quand je parle de co-construction, il y a aussi cette notion de construire ensemble. Donc vous allez faire de la médiation, vous allez guider, vous allez rassurer. Hein, vraiment le terme de médiation au sens premier. Donc notre rôle évolue aussi avec et par le numérique, pour le coup pas dire grâce, parce que pour certains, c'est pas aussi aisé que ça, mais donc là, on a bien ce cheminement de la posture, hein, la place du numérique dans notre salle, de transmetteur de savoir, donc de diffuseur de savoir, à médiateur, facilitateur, toujours du savoir, certes, mais là, avec un niveau supérieur. Et cette collaboration, enfin, cette co-construction, cette collaboration via un outil de partage. Alors, j'ai mis Google Docs, mais il y en a plein d'autres, encore une fois, hein. On peut être sur un Framapad, on peut être sur plein d'outils existants. Donc là, on est sur une première intégration d'un outil numérique qui n'a pas vraiment d'équivalent. Il y aurait moins de sens à travailler sur une feuille en commun, vous voyez. Donc ça serait moins pratique, moins pertinent en fonction des objectifs pédagogiques, très clairement. Donc là, on est sur sur le troisième niveau d'intégration du numérique qui vient, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui vient modifier votre posture de formateur, très clairement. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire si on est équipé, évidemment. Mais avec un smartphone, c'est possible, hein. Pas forcément sur de l'écriture collaborative pour le coup, mais on peut quand même parfaitement envisager ça avec un smartphone. Je suis allé trop loin, pardon. Voilà. Et si je vais sur le dernier point, hein, qui est celui de la redéfinition, qui est le niveau 4. Donc voilà, les technologies vont permettre, enfin l'utilisation de technologies plus complexes vont permettre de faire des choses que le papier ne peut pas. Juste après, dans des exemples que je vais vous montrer, un petit scénario pédagogique, on peut utiliser des outils comme Book Creator, on peut utiliser des outils comme des murs collaboratifs. Voilà, je vois passer dans le chat le mot Padlet. Merci pour la transition, je l'évoquerai après. Voilà, il y a des choses que le format physique, analogique, papier ne permet pas. Et là, le numérique, justement, va nous permettre de créer des contenus multimédia pour le coup. Je parlerai voilà, de Book Creator juste après, mais si on veut, alors déjà, rien que si on veut faire là ce qu'on fait aujourd'hui, nous, en visio, ça a été fait quand même beaucoup pendant la période Covid. Évidemment, en analogique, c'est plus possible. Quand on est en distance ou à distance, très clairement, là, le numérique nous offre une possibilité qu'on n'avait pas, très clairement. Donc là, il y a une réelle plus-value. On peut envisager de faire de la télé collaboration, de travailler en vidéo, que je peux faire par exemple quand je fais de la formation de formateur, ensuite vous isoler dans des sous-groupes, dans des sous-classes, de façon totalement synchrone, et on peut même faire de l'asynchrone pour le coup. Donc vous voyez bien ici que on a des possibilités, donc là c'est le dernier niveau, c'est le niveau 4, hein, sur la redéfinition, c'est que le numérique nous offre des possibilités qu'on n'avait pas avant. Et les LMS, les fameux Learning Management System, hein, si on prend juste l'exemple de Moodle, voilà, Moodle aujourd'hui et toutes les panoplies, toutes les fonctionnalités qui vont avec Moodle viennent largement dépasser justement ce qu'on pouvait faire avant. Ceux qui ont un Moodle ou autre, un équivalent, il y en a des autres aussi, mais Moodle c'est le plus répandu, le plus développé. Voilà, on peut faire de la visio, évidemment, on peut rendre des devoirs de façon totalement dématérialisée, on peut on a tout un panel d'exercices possibles si on maîtrise, par exemple, H5P, qui est l'exerciceur qui est natif, hein,
dans Moodle. On peut faire des frises chronologiques, enfin, on peut faire énormément de choses réunies en un seul environnement numérique, en un seul espace, très clairement. Donc c'est vrai que là, quand on arrive à ces niveaux, mais encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, c'est pas l'outil qui est essentiel selon moi, c'est que Moodle, c'est beaucoup de fonctionnalités et vous ne pourrez exploiter à fond, vous ne pourrez qu'exploiter ces fonctionnalités à fond si au préalable, vous maîtrisez les modèles et les pratiques pédagogiques liées au numérique. Pour moi, c'est pour ça que je vous montre ce modèle qui invite à réfléchir justement à la place du numérique dans son intégration. Très clairement, c'est que voilà, si vous ne savez pas réellement que faire, comment faire, ou ce que le numérique peut vous offrir à la fois en termes didactiques, en termes pédagogiques, ça sera compliqué de pouvoir exploiter de façon pertinente, cohérente, justement, ces outils. Et dernier point sur ce modèle, lié notamment avec un LMS ou avec, enfin surtout les LMS, mais la vidéo, en termes de posture. Là, je vous présentais justement les modifications de posture qu'entraîne le numérique, qu'entraîne la pratique du numérique dans nos activités, de la transmission à la facilitation, à la médiation, où on n'est plus simplement transmetteur, diffuseur de savoir. Il y a aujourd'hui, je l'ai dit dans l'introduction, on a accès à toutes les informations et en plus, si on est un peu à l'aise avec une IA, quelle qu'elle soit, on peut, de façon orale, tout simplement, lui poser des questions et il nous répond. Donc, vous voyez bien que là, il y a une transformation, très clairement. La technologie vient plus que reconfigurer, parce que quand on est sur l'exploitation de l'IA, on est réellement dans la redéfinition. Voilà, la technologie nous offre des nouvelles opportunités, mais sur la question de notre posture, très clairement, il y a la question du comment je crée de la proximité à distance. Là, ça a été aussi ce qui est mis en place, c'est Annie Génégou qui a théorisé ça, mais justement, quand on est en distanciel, on doit être facilitateur même à distance, on doit être médiateur même à distance, parce qu'il faut accompagner les personnes à la maîtrise de l'outil, il faut amener de l'interactivité, il faut les encourager, les engager. Donc, vous voyez bien que là, le numérique surtout à l'ère du post-Covid, a vraiment redéfini notre posture de formateur, formatrice, mais également nos compétences, très clairement. Alors, sur les compétences, voilà, pour moi, c'est avant tout la modification, enfin, l'adoption ou l'adaptation, voilà, des modèles et des pratiques pédagogiques qui existent. Voilà. Donc, l'objectif, voilà, avant de passer à cette deuxième partie sur les apprenants, voilà, l'objectif, c'est que vous preniez, enfin, vous ayez en tête que la progression que met en avant le modèle SAMR, mais encore une fois, ce n'est pas le seul, montre que l'enjeu fondamental pour nous, c'est le passage d'une logique de l'outil à une logique de littératie numérique, pour le coup, ce que j'ai pu définir tout à l'heure. Et c'est un peu ce que nous amène, enfin c'est pas un peu, c'est ce que nous amène aussi à mettre en œuvre le volume complémentaire du CECRL de 2018, notamment sur les descripteurs de la médiation, puisque via le prisme du numérique, on a des occasions assez privilégiées de les mettre en œuvre sur la reformulation, l'explication, la traduction. Vous voyez là, le numérique peut venir nous apporter une aide assez importante. L'exploitation de WhatsApp, par exemple. On peut, si on prend le descripteur, relayer des informations spécifiques, on peut travailler sur la transmission d'un message audio reçu sur WhatsApp vers un autre groupe WhatsApp, d'une autre classe ou d'un autre sous-groupe, peu importe, en les invitant à reformulant aussi par écrit en français, français simplifié, ce qui a été dit. Donc, vous voyez qu'on peut, via la médiation d'un outil numérique, travailler les différentes compétences langagières, qu'elles soient production ou réception, orale ou écrite, peu importe, avec ces outils-là. Le but n'est pas forcément de faire de vous des experts techno-pédagogiques, pardon, mais vraiment prendre en compte ces possibilités offertes
par le numérique, à la fois sur la modification de notre posture professionnelle, sur l'augmentation de nos compétences pédagogiques et didactiques, très clairement au service de l'apprentissage de nos apprenants. Alors, sur justement la question de nos apprenants, donc ça c'est la deuxième partie, nous, du coup, voilà, la finalité de la première partie, c'était, nous, on a aujourd'hui, à l'ère du numérique, on a une nouvelle posture de formateur, médiateur, qu'il faut mettre en perspective avec la transformation de la posture de l'apprenant également. Évidemment, on n'est pas isolé et nos apprenants vivent dans le même monde numérique que nous, très clairement. Alors, évidemment, l'approche actionnelle du CECRL nous a appris à voir l'apprenant comme un acteur social, mais le numérique lui donne aussi les moyens de devenir créateur de contenu, pas juste consommateur de contenu pour le coup, et encore plus à l'ère de l'IA où l'apprenant comme nous, alors là on peut vraiment faire le miroir, l'apprenant comme nous peut devenir un créateur assisté par l'intelligence artificielle générative. Voilà, juste après, on prendra un temps d'échange. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir où vous en êtes avec l'IA, vous, vos apprenants, votre espace classe pour le coup, très clairement. Donc sur la question du numérique, l'intégration du numérique dans nos salles de classe avec les apprenants, c'est que tout est quand même relativement issu des pédagogies actives, et puis notamment de ce qu'on appelait la classe inversée. Ça a été, même si ça paraît aujourd'hui assez banal, la classe inversée, de Lebrun, ça a quand même révolutionné, pas simplement d'un point de vue opérationnel, mais ça a révolutionné notre façon de penser l'enseignement, apprentissage avec nos apprenants, et puis ça a mis en avant justement ce qu'on appelle aujourd'hui les pédagogies actives, ou la pédagogie active, peu importe comment on l'utilise, mais c'est justement comment favoriser la motivation et l'engagement en facilitant la créativité. Et là, on est bien sur un levier, et le numérique, justement, avec nos apprenants, quel que soit l'objectif, soit des objectifs personnels, d'accès avec des ressources en ligne, les démarches administratives ou autres, ou la création de contenus récréatifs, divertissants, peu importe. Mais là, on a bien le numérique comme formidable levier pour le coup d'apprentissage, et donc forcément d'accès à la langue et puis de maîtrise de la langue. Donc voilà, on peut produire, réviser, publier avec le numérique, et il n'a plus besoin d'être avec nous. C'est ça aussi où c'est intéressant. Encore une fois, pour faire le lien avec la première partie, c'est que nous, comme on n'est plus forcément transmetteur, diffuseur de savoir, ou on est médiateur, facilitateur, on peut guider les apprenants dans ce qu'on appelle un processus itératif pour le coup, mais par cycle. Mais voilà, on peut l'inviter en dehors, parce qu'on sait très bien aussi que la pratique du français, elle doit se faire en dehors de nos salles, de classe, de formation pour le coup. Donc c'est comment les accompagner justement à la production linguistique, et ne pas oublier quand même d'engager toujours une démarche réflexive, notamment si on est sur l'assistance par IA. Ça aussi, c'est quelque chose, on pourrait y passer des heures, mais sur la question des compétences numériques, les compétences numériques ne se résument pas simplement encore une fois, à une vision instrumentale. C'est pas juste technique, le numérique. Ça l'est évidemment, mais il faut qu'on soit aussi en capacité d'amener des compétences métacognitives, des compétences de réflexion sur l'outil en lui-même, sur les usages, et sur l'IA encore plus. Que fait l'IA quand on lui parle? Des données, ce qu'on appelle la trace numérique. Ça, c'est quand même assez aussi important d'amener, de sensibiliser à ces questions, soit pour vous, pour vos apprenants, et pour tout le monde, même au-delà du contexte particulier du FLE. Donc amener justement à cette question de réflexion sur ce qu'on fait, ce qu'on fait de mes données. C'est toujours très sensible, mais c'est comme l'accès au mot de passe. Voilà, quand on est
on l'a tous vécu, hein, quand on nous dit ah bah oui, mais il faut que je m'actualise sur Pôle emploi, France Travail, pardon, chaque fois j'arrive jamais à ça. France Travail, il faut que je prenne rendez-vous ceci, il faut que je prenne rendez-vous ici. Il y a toujours la question voilà, de l'accès à des données plutôt confidentielles. Enfin, toutes ces questions de traces numériques qui sont liées à l'identité numérique également, il faut que ce soit abordé quel que soit le moyen, quelle que soit la façon dont vous le faites. Donc sur nos apprenants, bah, comment les rendre un peu plus acteurs, très clairement. Encore une fois, l'objectif, c'est de passer de consommateur à acteur. Bah, voilà, c'est deux exemples, hein, parce que l'objectif, c'était, vous avez, Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est de vous outiller également avec des outils que certains connaissent ou pas. Et c'est là où je remercie Samia qui, dans le chat, voilà, a mentionné. Voilà, bah, c'est travailler, donc intégrer une ressource numérique qui n'est pas forcément complexe pour vous, mais qui est complexe en termes de fonctionnalité, je parle, hein, en termes de difficulté. Mais voilà, bah, c'est utiliser un mur collaboratif pour peut-être faire un guide de ville. Voilà, on sait très bien que le hors les murs, hein, l'immersion linguistique aussi en dehors de la salle de classe, c'est très important. Donc très clairement, c'est comment on peut travailler sur la construction d'un guide avec un mur collaboratif. Alors, soit Padlet, les liens sont encore une fois dans le répertoire que je vous ai mis à l'issue. Alors moi, à titre personnel, j'utilise plutôt la Digipad, de la suite la digitale, mais ce sont les mêmes fonctionnalités. Alors, Padlet, c'est devenu payant. Il y a toujours une version gratuite, mais du coup, c'est devenu il y a une version freemium et premium maintenant, comme beaucoup d'outils post-Covid. Digipad, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, mais c'est forcément un petit peu moins joli. Enfin, il y a peut-être un petit peu moins de fonctionnalités, mais il y a beaucoup de fonctionnalités de base qui peuvent être intéressantes à exploiter. Donc, voilà comment intégrer. Donc là, on est vraiment sur les niveaux 2 et 3 du modèle SAMR pour vos apprenants. Et puis, c'est comment les rendre acteurs. C'est eux qui vont construire, hein. Vous êtes facilitateur parce que vous leur proposez une ressource numérique. Évidemment, vous les guidez parce que vous avez vos objectifs pédagogiques, hein, vous avez votre scénario pédagogique en tête, bien sûr, mais vous allez les accompagner justement à la création, à la co-construction d'un guide. Alors j'ai mis guide de ville, mais ça peut être n'importe quoi, encore une fois, hein, c'est juste un exemple parmi des millions, voire des milliards possibles. Donc en exploitant voilà, un mur numérique où chaque apprenant vient ajouter, vient ajouter du contenu sur un lieu, sur une ville, ça peut être la même ville, ça peut être plusieurs villes, enfin, encore une fois, chacun. Donc si on reprend des tâches, hein, on est bien sur sur de la production, hein, très clairement, de la production écrite, hein. Après, on va venir ajouter des images, on peut enregistrer de l'audio, très clairement, on peut solliciter évidemment l'IA en tant qu'assistant, enfin ça c'est un niveau supérieur, mais c'est vous qui voyez. Donc là, on vient vraiment travailler justement sur la littératie qu'on appelle multimodale, parce qu'on va venir travailler sur plusieurs modes de médias, très clairement. On va pouvoir favoriser évidemment l'étayage entre pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez vu quand il est question de gérer l'hétérogénéité des publics. Parce que dans nos salles de formation, évidemment, comme j'ai dit, on a bien souvent, je ne connais pas tous vos contexte d'intervention, mais bien souvent, voilà, on a A1, A1, A2, B1, on a peut-être même autre chose en termes de typologie, donc il faut gérer cette hétérogénéité et justement les faire travailler en groupe ou en sous-groupe, en étayant encore une fois, hein, avec soit l'étayage par niveau, très clairement, mais là, du coup, c'est tout bénéfice pour vous, entre guillemets, par expérience, je peux me tromper, mais voilà, par expérience. Et on peut aller justement sur la simplification des tâches, hein. Ça peut être juste au démarrage, ajouter une phrase et puis une photo. Et puis ensuite, on peut aller crescendo en complexifiant la tâche. Voilà, quand on parle des TIH, par exemple, à un certain niveau, on peut même créer un tutoriel vidéo. Tout est envisageable. Et là, vous intégrez pleinement la question, vous intégrez pleinement les compétences numériques. Donc, et ces compétences numériques, vous les exploitez d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue didactique, mais évidemment, de façon sous-jacente, on parle bien de compétences, donc de transférabilité ou de transfert des compétences. La question, c'est que tout ce que vous mettez en place
d'un point de vue pédagogique et didactique, soit aussi pensé pour qu'il y ait un transfert de l'environnement formatif vers la sphère personnelle. Quand on va sur ces différentes manipulations, ce sont des manipulations qu'on peut retrouver dans le cadre de recherche web, dans le cadre d'utilisation, d'exploitation, voilà, du web, des ressources numériques ou autres. Donc c'est bien ça qui est c'est bien ça les enjeux, pardon. Donc ça, c'est un exemple pour nos apprenants, c'est comment les rendre acteurs, encore une fois, comment les faire produire très clairement, si on veut simplifier. Et je vois le temps qui défile, donc je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on ait le temps de faire une petite pause et qu'on ait le temps d'échanger. Voilà, deuxième exemple aussi, par exemple, quand on veut travailler à la fois les compétences de production écrite et puis enfin, production, réception écrite et orale, pour le coup, la question du podcast. Pour certains, peut-être que cette question du podcast, ça semble un peu compliqué, un peu complexe. Il faut de l'outillage, il faut du matériel. Pas forcément, très clairement, parce que vos apprenants ont un smartphone. Alors voilà, quand je parle de podcast, faut pas forcément penser à radio, tout ce qui est de l'ordre du matériel professionnel ou autre. Si vous avez la chance d'avoir du matériel semi-professionnel, professionnel, pour pouvoir diffuser, c'est bien. Mais une première étape qui vous met déjà au niveau quasiment 3 du modèle SAMR, c'est exploiter le dictaphone, enfin l'enregistreur vocal, ou Vocaroo, qui est aussi une ressource que je vous ai mis en, en lien dans le répertoire, donc ou Dictaphontel que je connais pas. Merci Samia, j'irai voir. Mais vous voyez, vous si c'est la fonction dictaphone du téléphone, si c'est ça, merci. Vous voyez, on a déjà avec un smartphone, avec une tablette, avec un ordinateur, sauf si c'est un ordinateur de bureau, un PC de bureau, mais on a quand même beaucoup d'outils accessibles qui nous permettent de travailler la production orale, hein, et on a travaillé la production écrite au préalable. Donc on a quand même pas mal, encore une fois, vous voyez le scénario, merci Samia, j'avais compris juste après, je suis désolé, j'avais lu juste comme ça. Donc vous voyez, on a des solutions natives, hein, le dictaphone du téléphone, tous les smartphones aujourd'hui ont cet enregistreur vocal, il n'y a pas de souci. Donc on peut exploiter ça, et donc on va faire de la production, et puis après on va travailler sur les compétences numériques, justement pour enregistrer, pour classer, pour renommer, pour transférer le fichier, qu'on va pouvoir ensuite peut-être mettre sur un bookphone, un book creator, pardon. Enfin, il y a des ressources aussi qui permettent de travailler ça. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans cette capacité à produire et à plus simplement consommer. Et puis vous faites de la médiation, hein, très clairement. Et évidemment, ils en font déjà, hein. Là, j'ai bien conscience qu'on ne réinvente pas la roue, très clairement. Surtout sur certaines jeunes générations où je vois ils utilisent beaucoup plus le vocal que le SMS, enfin que la production. Mais voilà comment on peut favoriser le développement des compétences langagières niveau A1, niveau A2, enfin même tous les niveaux pour le coup, même avec des niveaux, hein, j'ai mis faible littératie numérique, hein, j'ai des publics qui sont en niveau A2 au niveau linguistique, un niveau de CECRL, et puis au niveau de littératie numérique qui sont pas à l'aise aussi. Bah là, ça peut être tout simplement, voilà, décrire ta journée d'hier en 5 phrases, 5 petites phrases. Et ensuite, il s'enregistre. Et puis ensuite, il transmet, il diffuse son message. Donc là, on est vraiment sur cette capacité de développer la littératie multimodale, la littératie numérique, pour le coup, dans une optique comment dirais-je, dans une optique de développement des compétences et de transfert, très clairement. Il y a plein d'autres exemples. Et je vais vous inviter justement à me les soumettre après. Enfin, voilà, après, il y a un temps d'échange. Donc, il faut clairement aller vers, hein, c'était ça aussi ce que je voulais dire avant de faire un tout petit focus rapide sur les publics. Il ne faut pas hésiter, hein, si on est sur un point de vue de la compétence, des compétences numériques, du développement des compétences numériques, que ce soit via le volume complémentaire du CECRL qui nous invite à le faire, que ce soit via le cadre de référence des compétences numériques, qui est un référentiel sur, comme son nom l'indique, les compétences numériques, mais qui n'est pas à proprement parler qui n'est pas un référentiel linguistique.
Mais tous ces référentiels, même si certains d'entre vous sont dans des OF où il y a du CLEA numérique par exemple, tous ces référentiels nous invitent à faire. Il faut faire, il faut produire, il faut aller vers, très clairement. C'est la démarche actionnelle, hein, c'est ce qu'elle nous dit, là, encore une fois, je ne vous apprends rien, puis c'est pas mon rôle, mais le numérique aujourd'hui est au cœur des pratiques culturelles de nos apprenants, ça doit être aussi au cœur de nos pratiques pédagogiques à différents niveaux, évidemment. Et puis là, ça dépend. Encore une fois, je ne vais pas faire de l'ingénierie pédagogique, mais voilà, vous avez vos objectifs, vous avez vos contraintes, vous avez vos scénarios, pardon. Bon, allez, voilà. Mais vraiment, il faut aller vers, il faut faire, il faut produire. Et il faut les encourager à produire, à réfléchir à ce qu'ils ont fait pour pouvoir ensuite les amener à transférer ces compétences. C'est ce qui va amener à une forme d'autonomie. Et voilà, en 4 minutes, je vais essayer d'être bref. Si je fais un focus sur les publics en faible littératie numérique, hein, ce sont les publics que vous connaissez, puis ça fait un peu le lien, évidemment. Ils cumulent très clairement faible niveau de scolarisation, voire, bon, si on a des publics en situation d'analphabétisme, ce qui est possible, soit en situation d'illettrisme, hein, encore une fois, on sort évidemment du cas du FLE, peu ou pas d'expérience avec les outils numériques, même s'ils ont un smartphone. Avoir un smartphone implique de maîtriser certaines compétences numériques, mais pas toutes. On le voit chez les publics jeunes, même jeunes natifs pour le coup, ils ont des usages très récréatifs, très divertissants des smartphones. Puis dès qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus sérieux, entre guillemets, un peu plus administratif ou scolaire, bah là c'est plus compliqué. Voilà. Et puis ce sont des gens qui sont aussi nourris d'eux-mêmes, hein, de représentations négatives sur cette fameuse peur de se tromper. Et bah oui, quand on n'est pas habitué à toucher un outil numérique, on l'a tous vu, hein, dans nos salles de formation, voilà, on leur propose la première fois un ordinateur portable, un ordinateur de bureau. Ils vont pas oser toucher justement, alors que nous on les invite à faire parce que ça va tout, ils vont tout exploser, ce qui n'est jamais arrivé d'expérience de formateur. Donc voilà, donc ces publics, ils sont voilà comme ça. Donc, quel principe pédagogique? Mais là, je vous réinvente rien, hein, c'est vraiment un focus sur les publics en faible niveau de littératie numérique. Évidemment, la progressivité et la répétition, c'est bien les b.a.-ba, hein, notre métier de formateur, hein, très clairement. La multimodalité et puis l'intuitivité, évidemment, le choix des outils est important, parce qu'il faut quand même aller vers des outils à un moment donné, hein. Évidemment, même si ça n'a pas été mon propos, il faut aller vers des outils. Cette question voilà, des outils, de l'intuitivité des outils, hein, très clairement, il faut le prendre en compte, hein. Il y a des outils qui amènent un petit peu plus à aller vers que d'autres, très clairement. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Bah, et ça, c'est quasiment voilà, pour conclure, le rôle de la médiation humaine renforcée, plus il y a de numérique, plus il y a besoin d'humains pour nos apprenants. Ça, c'est vraiment très, très important. Et quand on passe sur, par exemple, un LMS, bah, les accompagner, peut-être à co-créer avec eux le guide d'accès, le pas à pas d'accès au LMS, aux fonctionnalités. Là, c'est vraiment très important. Mais notre rôle de formateur, alors je suis un éternel optimiste. Vous savez, moi, voilà, ça fait des années et des années que je travaille sur ces questions d'ingénierie pédagogique, numérique, multimodale, peu importe comment on les appelle. J'ai connu plein de vagues où on entendait le métier de formateur va disparaître. J'ai connu l'arrivée des MOOC, j'ai travaillé d'ailleurs sur les MOOC et la construction des MOOC. J'ai vu bah, tout ce qu'on a pu voir sur le Covid, avec le Covid, les MES et autres. On a l'arrivée de l'IA. Je peux me tromper, mais voilà, notre rôle en tant que peut-être plus médiateur, facilitateur pour nos apprenants reste essentiel et reste au cœur de la pratique et c'est une réelle demande aussi de nos apprenants. Donc très clairement, notre place humaine, physique, est essentielle et reste essentielle. Et je conclurai cette partie en disant, plus il y a de numérique, plus il y a besoin d'humains. Voilà, sur cette partie. Et j'en viens à, voilà, on a un petit temps de questions, réponses, échanges. Je vous laisse la parole. Moi, je me tais, pour le coup.
parler un peu plus que prévu, je suis désolé. Je suis désolé pour les organisateurs. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, la parole est évidemment libre. Je réponds aux questions, s'il y a des points d'éclaircissement, s'il y a des remarques, des commentaires, vous n'êtes pas d'accord à ce que j'ai dit, vous avez tout à fait le droit, la parole est libre. Et je me tais. Voilà, je me tais réellement. Vous pouvez prendre la parole. Alors, je remercie ceux qui ont mis. Enfin, je dis toujours, j'arrête de parler, j'ai toujours une phrase derrière. Mais je remercie ceux qui, voilà, qui ont mis dans le petit commentaire des petits outils, des petites remarques, ce genre de choses. Merci. Alors, je vous laisse la parole. N'hésitez pas, s'il y en a. Ouvrez vos micros directement, hein. Je vois qu'il y a des caméras qui s'ouvrent et des micros. Euh, donc, allez-y, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, ça voudrait dire que j'ai été clair, ce qui m'étonnerait. Pardon. Oui, Moi, Eliane, j'ai un petit problème de caméra. il n'y a pas de souci. Au moins, si on vous entend, c'est le principal. En fait, moi, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur plutôt le 100% en autonomie. J'ai Oui, l'impression qu'il y a une tendance à soutenir, notamment pour voilà, les personnes auprès de l'OFI, enfin voilà, de proposer des MOOC. Et on sait que le taux de décrochage est très important, que le taux moyen de suivi d'un MOOC, c'est 3%. Et que le maximum, c'est 6% hein, sur FunMOOC. Et donc, je m'interroge sur, voilà, est-ce qu'il y a des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé qui existent pour accompagner les apprenants quand on leur propose des cours essentiellement en autonomie. Voilà, les limites du numérique, en fait, quand effectivement, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de tutorat. Enfin, j'exagère en disant qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement, mais on voit les limites de ça. ah, je comprends. Alors, merci beaucoup pour la question, très clairement. Moi, j'ai un avis d'ingénieur pédagogique multimodal, hein, très clairement. Bien, si on part sur alors les chiffres FunMOOC, ils sont justes, hein, ils sont réels, mais ce qui est proposé sur FunMOOC n'est pas forcément proposé à destination des publics FLE, même s'il y a les MOOC A1, A2, B1 qui sont proposés par l'Alliance française. Voilà, tous les autres ne sont pas pensés pour nos publics. Mais les chiffres, c'est vrai, sont ce que vous avez évoqué. Alors, la question des limites, justement, c'est ça. Elle réside dans plusieurs points que j'ai pu évoquer sur lesquels il faut être relativement vigilant. C'est que il y a cette question, évidemment, de penser l'intégration du numérique dans les parcours. Très clairement, c'est que si, enfin, je vais simplifier, si on propose un contenu qui n'est pas adapté en termes d'objectifs pédagogiques, en termes de finalité opérationnelle et en termes de besoins, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est comme si vous proposiez une Ferrari, enfin un tour de Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. C'est juste un exemple. Donc, c'est vrai, cette question de l'ingénierie pédagogique qui est en amont est essentielle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est lié à cette question aussi du contenu. Est-ce que j'ai suffisamment varié mes contenus pour maintenir l'engagement des participants? Est-ce que j'ai suffisamment pensé mon parcours en termes d'interactivité? Très clairement, parce que le problème des MOOC, enfin le problème, en fonction de certains publics. C'est que j'ai un rythme qui est, quel que soit le MOOC que je prends ou auquel je m'inscris, j'ai semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Est-ce qu'il faut 4 semaines pour tous les MOOC? Est-ce que parfois 2 semaines, ça ne suffit pas? Parce que parfois 6 semaines, ça suffit. Est-ce qu'il ne faudrait pas 6 semaines? Donc j'ai cette question de la variabilité, de la temporalité. Mais sur la question des MOOC, c'est j'ai une vidéo, j'ai une retranscription écrite, parfois j'ai un petit complément PDF, et puis à l'issue, j'ai un quiz.
un quiz de type évaluation formative. Et ça, c'est le format. C'est le format de la plateforme aussi Funmook, hein, il y a un cahier des charges. Bon, bref. Mais moi, voilà, à travers un LMS, par contre, est-ce que j'arrive à favoriser justement cette interactivité, cette dynamique liée à une variation des contenus, à une variété plutôt, pas variation, excusez-moi, à une variété des évaluations aussi pour maintenir cet engagement via un outil voilà, qui est asynchrone pour le coup. Et puis, pardon, dernier point, c'est la question comment dirais-je, de l'accompagnement, encore une fois, ou des accompagnements. Parce qu'on peut avoir. Alors, je vous dis ce qui est dans l'idéal, évidemment. Après, ce qui sera proposé par les différentes structures, les différentes institutions, j'y ai pas accès, donc je peux pas. Voilà, je suis pas dans le jugement. Je vous dis ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait envisager de pouvoir mettre en place. Il y a cette question de l'accompagnement en amont. Est-ce que j'ai didactisé en fonction des niveaux de langue les supports d'accompagnement, les tutoriels? Est-ce que j'ai fait un tutoriel vidéo? Est-ce que j'ai fait un tutoriel sonore? Est-ce que j'ai fait un tutoriel PDF, textuel pour voilà, les différents publics? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réussi à créer climat de confiance ou est-ce que j'ai réussi alors à les outiller suffisamment pour qu'ils puissent prendre en main la plateforme dans les meilleures conditions? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez évoqué, c'est la question du tutorat. Est-ce qu'il y a des solutions de tutorat qui soient synchrones, asynchrones, qui soient différées ou pas, enfin, via forum, enfin, quelle que soit la possibilité. Est-ce que j'ai mis en place et comment j'ai mis en place cette question voilà, du tutorat? Et si on va à un niveau un petit peu supérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour nous, enfin pour nous, ingénieurs pédagogiques, multimodal, ça reste essentiel, les travaux d'Annie Gézigou sur la proximité, c'est-à-dire la présence à distance. Est-ce que j'ai réussi à créer et à mettre en place tous ces canaux de présence, même à distance, ce qu'on appelle la proximité? Voilà, donc ça fait beaucoup de critères, je sais. Ma réponse est peut-être insatisfaisante, mais comme je ne connais pas les dispositifs en particulier, je ne peux pas donner d'avis, très clairement. Mais ces différents points doivent être à un moment donné abordés parce qu'ils sont clés de succès. Voilà, pas moi qui le dis, hein, mais dans toutes les formations universitaires qu'on met en place, ça fait partie des différents facteurs de succès. Voilà, Oui, Victorien, je réponds à minima, je suis désolé. En attente, je voudrais juste demander les personnes qui prendront la parole de se présenter brièvement, s'il vous plaît. Donc, la parole est à vous. Moi, je me permets de rebondir sur la question d'Eliane. Excusez-moi. Je suis Corinne Batineau. Ah, merci, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi, pardonnez-moi. Je suis Corinne Batineau, je suis enseignante FLE à l'Alliance française en partie, et je dis un grand bonjour à Eliane. Je travaille également pour un public OFI. Dans un cadre un peu particulier qui est celui du contrat d'intégration républicaine. Et là, on est face à un grand enjeu. Et je vous remercie pour votre conclusion parce qu'elle m'a beaucoup parlé, elle m'a fait chaud au cœur. Sachant que mon mentor, c'est Marcel Lebrun, donc sur la présence qui n'est pas, la distance qui n'est pas le contraire de la présence, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de proximité. Le contraire de la présence, c'est l'absence. Bon. Vous avez touché à une question fondamentale, hormis la techno, l'utilisation sur lesquelles on est très focus depuis, allez, je vais dire 10 ans. Là, sur l'OFI et sur mon autre public, à l'Alliance française et ailleurs, figurez-vous qu'il y a un point commun. Il y a des gens qui ne sont absolument pas scolarisés à l'OFI, qui vont devoir qui vont devoir vivre ce que Eliane a posé comme question, à savoir du tout en ligne, pour avoir un titre de séjour via un examen civique, une formation sur PowerPoint avec des supports après derrière, oui il y en a, mais enfin bon c'est un peu compliqué, donc du tout virtuel je vais dire pour être très franche. Et puis un autre public qui est hyper scolarisé, hyper responsabilisé sur son chemin professionnel
Et les deux ont vraiment un point commun, c'est le sens de l'apprentissage en ligne et puis le déficit que nous, sur lequel on est responsable, c'est apprendre à apprendre. Développer des outils, ok. Faire vivre un cours en ligne, ok. Mettre des dispositifs et une ingénierie performante. Il y a plein de gens qui savent faire ça magnifiquement et on les connaît, on sait qui c'est. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer d'intégrer dans tout ça un soupçon de science cognitive et de l'apprendre à apprendre en numérique? Parce que les gens sont saturés dans leur quotidien du numérique. Là, j'attends votre éclairage, monsieur, parce que fatalement, dans leur chemin de vie, ils sont dans le numérique, ça c'est OK. Mais on a, pour moi, enfin moi, ça n'engage que moi, hein, un déficit au niveau de l'apprendre à apprendre via ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles modalités, ces nouvelles postures à adapter. Et pour moi, ça fait partie. Alors, je serais ravie d'avoir votre éclairage là-dessus parce que je me sens un peu dérangée parfois dans mes pratiques parce que je trouve qu'on n'est pas assez là-dessus. Vous voyez, il faut former les gens à des modalités d'apprentissage au même titre nouvelles, au même titre que nous devons nous former à des nouvelles postures, à des nouvelles pratiques. Ça va ensemble. Alors, bon, bon, la première partie de la question, j'ai pas d'avis sur les parcours. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus à proposer pour le coup. Sur la deuxième partie, par contre, sur cette compétence de apprendre à apprendre, il est alors, je vais peut-être vous faire une réponse qui ne va pas forcément c'est pas va vous plaire, mais ça peut-être pas une vraie réponse que je vais vous apporter. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que quels que soient les dispositifs, c'est une compétence qui n'est quasiment pas didactisée pour le coup, qui n'est pas pensée telle qu'elle. Et vraiment, quels que soient les publics. Pour le coup, moi, j'ai vraiment, enfin, moi, je travaille beaucoup aussi sur les publics en situation d'illettrisme. On n'est pas sur les publics FLE pour le coup, mais justement, dans tous les référentiels de compétences liées à l'illettrisme, on a parmi les compétences transversales cette fameuse compétence de apprendre à apprendre. Sur la question du numérique, finalement, ce n'est pas différent de la pédagogie, de la didactique que vous mettez en place au quotidien. Le apprendre à apprendre, c'est cette faculté d'amener l'apprenant à réfléchir, à l'amener à un niveau de métacognition, pour le coup. Quand à un moment donné, je l'ai dit dans la présentation, c'est quand vous amenez vos apprenants à réfléchir sur ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils viennent de faire, en termes d'usage, alors que ce soit un usage numérique ou un usage analogique, quand on les invite à réfléchir à OK, tu as fait ça, tu viens de faire ça. Déjà, est-ce que tu peux, hein, c'est le processus itératif pour le coup, est-ce que tu peux m'expliquer aussi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça? Là, vous venez déjà favoriser ce apprendre à apprendre, c'est-à-dire vous venez déjà mettre l'apprenant dans une posture réflexive sur sa propre pratique. Donc pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Si tu devais l'expliquer à ton copain, à ton camarade, ton collègue, peu importe comment on le nomme, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est des choses que vous faites déjà. La reformulation, c'est au cœur de notre pratique pédagogique quotidienne. Donc sur les questions du numérique, là, le numérique, c'est simplement, c'est pas simplement, ça peut être complexe. Le numérique, c'est un média. C'est un média comme un autre pour le coup. Que vous passiez par un format papier, que vous passiez par un format écran, fondamentalement, les questions que vous pouvez poser, les démarches que vous pouvez mettre en œuvre sur la réflexivité de la pratique sont quasiment les mêmes. Après, vous, il faut que vous soyez, alors, pas vous personnellement, Corinne, Non, nous, voilà, nous, il faut qu'on soit aussi, c'était l'objet de ma première partie, par exemple, il faut qu'on soit aussi, à un moment donné, quand même relativement expert sur les enjeux liés à la culture numérique. Parce que plus on aura ces enjeux en tête, plus on pourra être expert et donc meilleur facilitateur
auprès de nos publics pour les amener justement à développer cette capacité du apprendre à apprendre. Et puis voilà, encore une fois, je ne vous apprends rien. Le apprendre à apprendre, il va aussi avec le transfert. Travailler sur papier, puis travailler sur smartphone, puis travailler sur ordinateur, par exemple. Là, vous venez également favoriser le apprendre à apprendre, puisque les compétences qui ont été mises en œuvre sur papier sont amenées à être transférées sur un autre média, qui est le smartphone, avec des compétences techniques complémentaires, supplémentaires. Mais écrire, vous savez très bien, le geste graphomoteur, c'est une compétence technique aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, j'essaie un petit peu de sortir du cadre purement numérique, hein, de dédramatiser, entre guillemets, mais voilà, amener sur ce transfert à un smartphone, puis transférer à, par exemple, peut-être à un ordinateur de bureau si on en a un, ou des ordinateurs portables si on en a aussi. Vous voyez, ça aussi, ça favorise cette dimension du apprendre à apprendre. Mais il faut le faire, et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut le faire, et il faut aussi qu'on le didactise. C'est-à-dire que dans nos scénarios pédagogiques, dans nos fiches pédagogiques, peu importe encore une fois comment on appelle ce document, il faut à un moment donné aussi que ce soit notifié, parce que c'est pas, enfin, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression que c'est plus sous-entendu d'un point de vue pédagogique que réellement pensé dans nos parcours. Oui, c'est exact, c'était le sens de ma question, et particulièrement dans le prolongement de la question d'Eliane sur l'autonomie. Ça veut dire que moi, je trouve qu'on a un déficit de formation, on ne forme pas assez nos apprenants. Et quand je dis former, c'est presque technique, hein, c'est à apprendre en autonomie. Et le sens de cet apprentissage autonome, ça veut dire il nous mène où? Il n'y a pas assez de feedback, on n'a pas tant de feedback pour faire ça. Et là bon, bah, j'ai pris l'extrême, si vous voulez, à l'OFI avec cet examen civique et cette formation du FLI en ligne, dont vous êtes certainement informés, sur laquelle 100% autonomie, il y a obligatoirement une étape préalable de formation qui n'existe pas pour le moment. Qui est l'accompagnement. Mais alors, je vais dédouaner personne, mais sur cette question de l'accès à l'autonomie, même si je sors de certains cadres, vous savez, ces questions sont aussi au cœur de la réflexion de l'éducation nationale. Parce qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a des déficits d'autonomie dans les apprentissages. On n'est pas au même niveau, hein, évidemment, toute proportion égale, mais cette question de l'autonomie, de l'accès à l'autonomie, de la favorisation de l'autonomie, pose problème à tous les acteurs éducatifs, hein, tous les acteurs de l'enseignement-apprentissage, quels qu'ils soient. Je suis d'accord. C'est que je ne vais peut-être pas expliciter assez clairement. L'une des solutions idéales reste quand même cet accompagnement au préalable. Comment je peux favoriser l'autonomie de mes apprenants? C'est déjà en l'accompagnant dans la formation, c'est en le faisant manipuler, en le faisant pratiquer, quelle que soit la compétence dont on parle. Mais c'est vrai qu'il y a tout un enjeu de formation et d'accompagnement en amont. Là, je suis tout à fait d'accord. Et après, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Je parle ici pour juger de ce point. Mais il y a tout un travail quand même qui est à faire en amont, en aval et en amont, pardon, pendant et aval. Merci pour votre réponse. Merci. Merci Victorien. On va donner la parole à Samia. Voilà, et ça sera peut-être là. Je suis désolé parce qu'il est déjà 11h30. Et puis il y a un autre temps après, justement, sur les échanges et les pratiques. Et puis si on veut un petit 5 minutes de pause pour que je puisse juste boire un verre, on prend juste la dernière question de Samia. Et puis comme ça, après, on peut enchaîner sur la deuxième partie. Mais c'est très intéressant. Pour le coup, ça prouve que ça suscite questions et qu'il y a des réels enjeux. Samia, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Donc, c'est Samia Bech. Donc, je suis formatrice linguistique dans les ASL. Et voilà, je vous ai déjà rédigé une partie de l'importance d'un... Voilà, je voulais juste rajouter que nos apprenants disposent presque tous d'un outil qui est le téléphone, avec des applications qui sont maintenant obligatoires dans le cadre des démarches pédagogiques, comme pour faire les démarches administratives, que ce soit la banque, que ce soit France Travail, que ce soit autre.
Donc, je pense qu'il est très important d'exploiter cet outil au service de l'apprentissage. Et quand on parle d'apprendre à apprendre, donc, des fois, on a des non-lecteurs, non-scripteurs qui savent ni lire ni écrire, mais qui savent utiliser leur téléphone et aller sur des applications. Et c'est là où on va travailler sur les stratégies d'apprentissage et de savoir comment utiliser, justement, comment ils arrivent à identifier une application et à aller dessus et à arriver à mettre un code, etc. Donc, c'est très important d'utiliser, donc, voilà, de développer certaines activités interactives qui puissent utiliser avec leur téléphone. J'ai bien entendu Corinne, hein, dans la formation linguistique actuelle qui est devenue 100% asynchrone. On dit bien asynchrone, donc on ne parle plus de proximité d'intervention du tutorat parce que les apprenants ils sont livrés à eux-mêmes. Et le seul, on va dire, lieu qu'il leur reste, ce sera les ateliers des ASL, du bénévolat, en fait, pour venir vers nous pour les aider, donc pour leur expliquer certaines choses. Après, il y a une partie aussi sur laquelle vous avez parlé de l'IA générative, donc c'est bien d'utiliser l'IA. On voit bien aussi nos apprenants qui l'utilisent beaucoup dans la traduction. Moi, je ne suis pas très d'accord avec eux de l'utiliser de cette manière-là parce que pour moi, c'est un moyen de s'éloigner un petit peu d'un effort de leur part pour aller vers la langue, vers la communication. Parce que certes, la traduction, ça facilite l'accès au sens rapide, mais est-ce que ça leur permet de développer des compétences de langagière au niveau de l'interaction orale et de la communication orale? Parce que souvent, ils parlent la langue maternelle, ils nous passent la traduction pour communiquer avec nous. Donc moi, voilà, il y a certaines... Léa, elle est importante, hein, elle fait partie de nos vies aujourd'hui. Néanmoins, il me semble que il faut cadrer l'usage de Léa et dans nos classes du flux, les apprenants ont souvent recours à Léa, comme je l'ai dit. C'est une réaction naturelle, une stratégie d'apprentissage pour eux, mais il faut les aider à en faire un usage raisonné. Parce que si Léa remplace la réflexion linguistique, elle peut devenir un frein d'amélioration de la communication. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas pour cette intervention. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Voilà. Merci beaucoup de votre retour. Alors même si je sais que vous devez partir, je vais quand même juste évoquer voilà, deux points, je vais en résumer. La question ils ont déjà un smartphone et ils savent déjà s'en servir. Oui, c'est une réalité, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sur leurs besoins immédiats, qu'ils soient prendre rendez-vous à la préfecture via une application, via une démarche dématérialisée, prendre rendez-vous chez un médecin, enfin prendre rendez-vous n'importe où, faire une démarche dématérialisée. Voilà, déjà là, on a deux des enjeux essentiels. Alors, pareil, ce sont les fondamentaux de notre métier, mais si on veut qu'un parcours de formation, c'est aussi l'esprit de la démarche actionnelle, si on veut qu'un parcours de formation soit motivant et engageant pour nos publics, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que justement ça réponde à un besoin, il faut que ce soit donc contextualisé à leur vie citoyenne, à leur vie dans la ville, dans la cité. Donc, c'est vrai que comment aussi favoriser justement la motivation, alors indépendamment des compétences techniques, hein, d'accès aux outils d'apprentissage en ligne, mais voilà, c'est pour ça le MOOC, le MOOC de l'Alliance française A1, A2, B1 sont plutôt bien, sont bien faits d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue didactique. Très clairement, on est sur les fondamentaux de l'andragogie, mais si on va vers des réponses à des besoins essentiels, à des besoins immédiats, évidemment, on va favoriser la motivation et l'engagement dans un parcours de formation. Donc ça, c'était juste le petit point que je voulais dire. Et sur la question de l'IA, très clairement, alors moi, l'IA, je l'envisage toujours d'un point de vue assistant. Voilà,
comme Samia, hein, je fais partie de ceux qui ne prônent pas un usage à tout va de l'IA. L'IA est un formidable assistant. Aujourd'hui, c'est une réelle révolution, comme Internet a été une révolution. Voilà, avant, voilà, Internet a démocratisé l'accès au savoir, à la connaissance. L'IA aussi, d'une certaine façon. Enfin, c'est l'une des révolutions qu'offre l'IA. Et c'est vrai que il faut encourager, encore une fois, si on revient sur du apprendre à apprendre, il faut encourager, accompagner nos apprenants à utiliser l'IA comme un assistant, comme un compagnon d'apprentissage, plutôt que comme un remplaçant ou une substitution à notre propre effort. La remarque qui a été posée par Samia, elle dépasse le cadre purement de l'enseignement apprentissage du flux ou du FIF, hein, de la dimension. C'est que l'IA peut être aujourd'hui un danger pour l'apprentissage au sens général du terme. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre, hein? D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la revue numéro 1, c'est l'une des dernières publications sur A-t-on, alors évidemment le titre est provocateur, mais derrière il y a de la réflexion, hein, comme toujours sur numéro 1, c'est a-t-on encore besoin d'apprendre à l'ère de l'IA? Évidemment, on a encore besoin parce qu'on a tout le développement cognitif, socio-cognitif qui va avec. Mais voilà, nous, on peut accompagner nos apprenants à utiliser l'IA, donc à exploiter l'IA, mais d'un point de vue assistant, compagnon, au service de l'apprentissage. Voilà, la question, la traduction, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un enjeu didactique vieux comme la didactique du FLE, sur la question de l'usage, l'exploitation de la traduction. Je ne rentre pas dessus. Voilà. Victorien, il y a deux questions dans le chat, si tu veux bien y répondre. Oui, je vais déjà les regarder. Oui, comment intégrer les outils numériques dans l'apprentissage du FLE tout en prenant compte de l'hétérogénéité des différences? Alors, sur la question de l'hétérogénéité, et donc utiliser des outils numériques et gérer l'hétérogénéité, là, on a plusieurs pistes que peut-être que vous ne les envisagez pas, mais vous les connaissez, hein. Alors, d'un point de vue basique, évidemment, parce que là, je vais essayer de répondre en 2-3 minutes, sur, par exemple, la question de l'étayage, sur un étayage progressif, sur les supports différents qu'on peut fournir. Non, je vais revenir. Pour moi, selon moi, ça n'engage que moi évidemment, mais sur un même outil, favoriser déjà la formation de groupes de niveaux différents. Hein, ça, c'est ce que vous faites au quotidien. Mais pensez à le mettre en place aussi pour l'utilisation des ressources numériques. Vous avez toujours une personne qui maîtrise davantage certaines compétences que d'autres, et vous allez pouvoir lui donner justement un rôle différent, un rôle de transmetteur également, de facilitateur. Donc déjà pour vous soulager entre guillemets, n'hésitez pas aussi à travailler sur le travail entre pairs, parce que ça, vous allez voir, vous ne pouvez pas être avec tout le monde, hein, surtout si vous avez un gros groupe, et le fait justement de répartir de créer ces différents groupes pour exploiter une ressource numérique, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne plutôt bien et qu'il va y avoir la réalisation, si c'est ça l'objectif, ou la production de certains contenus en fonction de ce que vous pouvez faire. Après, sur les différents supports, vous voulez intégrer des outils numériques, alors il faudrait voir un peu quels outils vous voulez, mais parfois, voilà, ça peut être une vidéo. YouTube, alors pas que YouTube, hein, je suis pas forcément un fervent partisan de YouTube, mais il y a d'autres, Dailymotion, Vimeo, peu importe. Ça reste du support numérique. Voilà. Donc il y a d'excellents contenus qui existent, que vous pouvez exploiter, que vous pouvez diffuser. Alors si c'est pour apprendre, favoriser l'acte d'apprentissage d'une certaine notion, vous pouvez déjà vous travailler sur proposer 3 ou 4 vidéos sur la même thématique, mais adaptées à 4 niveaux différents. 4 niveaux. Si vous avez du A1 à du B2, vous trouvez facilement sur YouTube, parce que c'est la plus grande bibliothèque, mais vous trouvez facilement du contenu pour favoriser l'apprentissage d'une notion, quelle qu'elle soit, d'une compétence, quelle qu'elle soit. Donc, il y a ces leviers-là.
ou après, justement, didactiser les supports numériques au regard des différents niveaux que vous avez. Donc là, vous avez une troisième possibilité, peut-être un peu plus chronophage, mais avec le numérique, j'ai souvent tendance à dire que ce qui est fait n'est plus à faire. Et l'avantage du numérique par rapport au papier, c'est que modifier un support numérique, c'est beaucoup plus rapide que modifier un support analogique, pour le coup, un support papier. Donc, vous travaillez sur trois tutoriels différents, trois pas à pas différents, A1, A2, B1, les mettre à jour, les modifier, vous prendra beaucoup moins de temps que si c'était sur format papier, physique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est des pistes que je peux vous proposer telles quelles. J'essaye d'aller un petit peu vite, je suis désolé, hein, c'est vrai qu'on- Alors, on a une question sur quelle est la meilleure application ou le meilleur outil qui permet d'accompagner l'apprentissage du français, gratuite D'accord. ou payante. Ah, le ou la meilleure, alors pareil, c'est réponse de Normand, je suis désolé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'entrée n'est pas l'outil. C'est vraiment l'exploitation que vous allez faire de l'outil, c'est comment vous allez intégrer cet outil dans votre progression pédagogique, dans vos pratiques pédagogiques. Ce que je peux vous proposer, j'en ai parlé tout à l'heure, alors encore une fois, c'est des supports différents. J'en ai parlé tout à l'heure, si vous voulez commencer à intégrer, c'est déjà un niveau un petit peu supérieur, c'est vrai. Les MOOC de l'Alliance française sont quand même très bien faits. Il faut pouvoir y accéder. Les voisins à chaque fois je me trompe, c'est les voisins du 13 ou du 12. À chaque fois je me trompe, entre 12 et 13. C'est une excellente application. Je vais juste vérifier pour la mettre dans le chat. Euh, et ça, c'est les voisins du 12. Voilà, à chaque fois je dis 12 ou 13. Je vais vous le mettre dans la conversation. C'est bien fait aussi, très clairement, c'est gratuit. Le MOOC, pareil, le MOOC sur FunMOOC, c'est gratuit également. Donc, hop, je vous la mets dans la conversation tout de suite, comme ça. Hop. Donc, voilà, donc ça fait partie voilà, des classiques qui sont à disposition et qui sont très très efficaces pour le coup en termes de pertinence didactique et pédagogique. On est sur soit des outils de l'Alliance française, soit des outils de France Éducation Internationale et de RFI. Donc voilà deux propositions. Qui ne sont pas les seules, hein. N'hésitez pas à partager aussi ceux qui sont présents, vos outils, vos ressources qui existent. Voilà. Oui, le diaporama, vous l'aurez. Vous l'aurez. J'ai juste un petit logo à rajouter, mettre à jour le répertoire, mais vous l'aurez. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, pour les 10 minutes, 15 minutes qui nous restent, on va pas faire la pause café du coup. On va passer, voilà, je vais proposer juste, c'est la deuxième partie un peu plus interactive, bien qu'il y ait eu de l'interactivité, hein, c'est pas ce que je dis. Voilà, je vais vous proposer une nouvelle fois de faire un petit WooClap. Hop, je vais aller moi sur la bonne, donc c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Hop. J'arrête le partage. Voilà, donc je crois que j'ai arrêté le partage et je n'aurais pas dû. C'est ça, on voit plus ton Oui, écran. oui, je suis désolé. Hop. Normalement, c'est revenu. C'est bon. Voilà. Hop. Et donc, je vous remets, vous pouvez prendre en photo, flasher, pardon. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Alors, je profite juste pour une dernière question, voilà, pendant que vous remplissez sur alors des modules intégrant l'intelligence artificielle dans l'apprentissage de l'alphabétisation. Là, comme ça, je suis désolé, j'en ai pas en tête et j'en ai pas vu passer encore sur des modules existants avec de l'intelligence artificielle. Euh,
de plus en plus, toutes les ressources existantes d'apprentissage commencent à intégrer de l'intelligence artificielle, hein. Ça fait partie des modèles économiques actuels, et les solutions qui n'exploitent pas encore l'IA aujourd'hui seront contraintes de le faire. Donc là, je suis désolé, en tête, j'ai pas. Sur l'alphabétisation, hein, très clairement, mais je vais me poser dessus et puis je vais essayer de trouver. Est-ce que là vous avez accès au VooClap? Ouais, c'est bon. Ah, je vois. Donc là, c'est pareil, ça, je viendrai le mettre sur enfin, vos éléments de réponse. Je viendrai mettre le document sur sur le diaporama. Comme ça, vous y aurez accès. Là, je laisse un petit peu de temps. Voilà, donc cette question est aussi au cœur, hein, de la première partie, hein, sur la modification de la posture au regard des modèles et des pratiques pédagogiques liées au numérique dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Voilà, j'ai une activité que je résumerai par analogique, hein, ou traditionnelle. Comment est-ce que je peux, avec du numérique, la rendre soit plus créative? La notion de créativité, c'est assez large, hein, très clairement, ou plus interactive. Là aussi, tout à l'heure, on parlait bien de motivation et d'engagement. L'interactivité, notamment dans les parcours qui soient synchrones, asynchrones, enfin, qui soient voilà, dématérialisés, sont essentiels, hein. C'est vraiment un gage de succès. Plus vous allez, pardon, je reprends, plus vous allez créer de l'interactivité, de l'interaction avec vos apprenants, que ce soit en synchrone et ou en asynchrone, plus vous allez justement les stimuler, donc favoriser leur engagement dans le parcours. Et puis ça permet aussi la régulation. S'il n'y a pas d'interaction, à quel moment peut-on réguler la participation, le niveau, l'intensité d'un parcours? Ça, c'est vraiment une question qui est au cœur, hein. Ça fait partie du tutorat dont on a évoqué tout à l'heure. Le tutorat qui peut être fait en asynchrone, hein, si on peut mettre en place via une conversation, via une messagerie, via un forum, on peut mettre en place du tutorat de façon asynchrone. Ça, c'est pas impossible. Rue, parc, centré, voilà, raconter ses vacances, présentation croisée avec des cartes, oui, donc créer un diaporama, présentation croisée aussi, voilà, donc avec des cartes, décrire un lieu, se présenter dans un podcast, voilà ce qu'on a mis tout à l'heure, ou même sans aller jusqu'à la notion de podcast, hein, qui nécessite de l'enregistrement, enfin, ou autre. On peut passer tout simplement sur une question, voilà, je m'enregistre, hein, l'audio tout simplement avec le smartphone, hein, très clairement. Ils en font sans savoir que ce sont des compétences langagières, des compétences numériques qui sont mises en œuvre. Quand ils font, voilà, quand ils enregistrent des vocaux sur SMS, sur WhatsApp, sur Telegram, sur j'en sais rien, sur toutes les applications. Là, ils en font. Nous, on peut l'exploiter, hein. Évidemment, je ne vous apprends rien. Le WhatsApp, on l'utilise tous enfin, depuis que c'est connu. Donc, mais voilà, ça reste. Ce que je disais aussi, enfin, ce que je n'ai pas dit, que je voulais dire, comme ça, voilà, je vous laisse rédiger un petit peu, c'est que euh, ne pas passer par la focale outil, encore une fois, c'est aussi, enfin, ça a aussi pour raison qu'on est, que l'innovation ne passe pas forcément par des outils. Il y a des outils qui sont novateurs, il y a des outils qui sont innovants, mais c'est vraiment votre ingénierie, votre expertise pédagogique et didactique qui va faire vraiment la différence. Parce que utiliser un smartphone, déjà parfois on n'a que ça, très clairement, et utiliser déjà les fonctionnalités du smartphone, c'est déjà exploiter un outil numérique, exploiter des compétences numériques au service de l'apprentissage de la langue, du français. Donc, on peut faire des choses innovantes et novateurs en utilisant des outils qui paraissent un peu désuets, comme le SMS, par exemple. Mais vraiment, c'est ça qui est au cœur de nos métiers, je pense, aujourd'hui, à l'ère numérique. Ah, c'est fermé. Voilà. Donc, les 5 minutes, je vous laisse encore voilà, un petit peu de temps.
Et puis moi, je vais... Voilà, donc... Voilà, parler de ses activités quotidiennes au moyen des images. La vidéo, évidemment, encore une fois, ils ont des smartphones. Vous en avez un aussi, si vous acceptez de l'utiliser dans votre cadre professionnel, évidemment. Mais on peut évidemment travailler le format vidéo, c'est génial. Parce que qui dit vidéo dit en amont script à rédiger, échange, collaboration, coopération. Donc on a du langagier, on a du technique, on a des compétences numériques. On peut aller sur le apprendre à apprendre avec la vidéo. Justement, apprends-moi pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Et avec la photo, ça marche aussi. Si je reprends voilà, un exemple d'activité que j'ai pu faire par le passé en tant que formateur, quand on faisait des sorties pédagogiques, bon, à Paris, voilà, on peut aller dans les parcs et jardins, enfin, il y a quand même pas mal de lieux qui sont accessibles gratuitement. Voilà, quand on leur demande de raconter leur journée, prenez des photos sur la visite, et puis ensuite on va les exploiter sur un support numérique de bande dessinée, par exemple, ou d'affiches. Quand on les invite à réfléchir à pourquoi ils ont photographié ce sujet plutôt qu'un autre sujet, on vient déjà amener une élaboration, une structuration cognitive, mais on vient déjà les questionner sur un acte qu'ils ont fait, un acte aussi au service de l'apprentissage. Bah, j'ai choisi cela parce que, au-delà des compétences langagières qu'on va développer, il y a cette capacité à réfléchir sur sa propre pratique. Pourquoi à ce moment-là, j'ai choisi de faire cette photo ou pas? Et puis s'ils n'ont pas de raison, on les a quand même, on les a quand même questionnés sur cette pratique. Et le fait qu'ils disent bah, je ne sais pas, c'est déjà une réponse en soi. Peut-être pas celle qu'on attendait, mais on n'est pas là pour attendre non plus toujours des réponses. Alors je prends au hasard, hein, parce que là je vois que l'heure défile. Créer un diaporama, oui, concernant les descriptions. Tout ça, je vous les mettrai dans le diaporama, évidemment, qu'on vous transmettra à l'issue. Podcast, je l'ai déjà vu. Voilà, décrire un lieu, évidemment, sous différentes façons. Euh, et alors, c'est un niveau supérieur, mais si on veut exploiter l'IA, par exemple, pour décrire un lieu, alors, il y a plein de façons qui existent, mais voilà, l'IA peut aussi générer une image d'une description d'un lieu inexistant. Si on veut travailler un peu sur les aspects culturels, civilisationnels et historiques, voilà, on peut travailler à l'écrit comme à l'oral, en production écrite comme en production orale. On peut travailler sur la description d'un lieu qui n'existe plus ou qui n'est plus accessible. Et l'IA peut nous générer une image. Alors, ça a un coût environnemental énorme, ça je ne le cache pas, mais c'est une possibilité. Merci Marie Thibault. Alors, je ne sais pas si Thibault c'est le prénom ou le nom de famille. Merci beaucoup pour votre remarque et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour la participation. Voilà. Bah, je suis désolé, voilà, le temps, voilà, on arrive à la fin. Je vais fermer cette petite activité. Voilà, vous voyez, vous aussi, alors c'est des choses que vous faites peut-être déjà avec vos apprenants, hein, mais vous avez utilisé une ressource numérique, vous avez mobilisé des compétences numériques, très clairement. Voilà, donc bon, cette partie, on aura moins le temps, je suis désolé. Je vais, juste avant de donner la parole à Elisabeth, voilà, vous avez accès donc à la bibliographie voilà, qui m'a servi à construire ce support. Et vous avez la boîte à outils avec les liens, donc les outils dont j'ai parlé ou que j'ai évoqués. Comme ça, vous avez tous les liens. Voilà. Elisabeth, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Victorien. Alors, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation, pour cet échange qui était très, très intéressant. On voit bien que le numérique, c'est un sujet qui est au cœur de notre réflexion à tous. Et c'est très difficile de se limiter juste à des courts échanges de ce type. Donc, on espère que ce temps vous aura donné des nouvelles pistes de l'inspiration et que surtout l'envie de poursuivre les échanges au-delà d'aujourd'hui. Je voudrais aussi vous rappeler que nous organisons un autre webinaire, donc on aura l'occasion de poursuivre nos échanges vendredi 10 à 10 heures sur le sujet qui nous concerne tous et je pense que ça va vous intéresser également, les formataires FLE et l'intégration des primo-arrivants, réalité et enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Donc, vous êtes tous les bienvenus pour ce webinaire. Si vous n'êtes pas encore inscrits, c'est sur le même support, vous avez le lien pour l'inscription. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Je remets le micro. Merci à ceux, à vous, d'avoir participé. Et merci pour les commentaires. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir et d'échanger à Merci nouveau. beaucoup. Merci. Merci, à bientôt.